Maintenant que les noms de Protis et Geptis ne nous sont pas inconnus, de quoi allons-nous parler? Je vous propose de se pencher sur ce qui a fait que les Phocéens se sont arrêtés dans ces lieux. Ils sont restés, la topographie de Marseille et sa région. Déjà, comment les marins grecs sont arrivés? Les fondateurs pratiquaient sur ce qu'on appelle l'emporia, c'est-à-dire que les marins grecs s'aventuraient loin dans la Méditerranée, en longeant les côtes, créant des comptoirs permettant un commerce à longue distance, sans avoir besoin de contrôler un vaste territoire, mais de petites zones où les relations avec les indigènes étaient fructueuses. À cette époque, la Méditerranée ou le monde connu était partagé entre les Grecs en partie orientale, les Étrusques en Italie du Nord et centrale, et les Phéniciens sur les côtes espagnoles, la Sicile, la Sardaigne et l'Afrique du Nord. Et pour cela, les intrépides marins grecs naviguaient sur des bateaux de guerre à 50 rames, appelés pentécontaires, bateaux d'environ 35 mètres de long pour 5 mètres de large, avec 25 rameurs de chaque côté, plus rapides et maniables que les navires de commerce plus ronds. Comme nous avons vu, longeant les côtes, ils firent une halte à Rome, où ils se lièrent d'amitié avec Tarquin l'Ancien, mais arrivèrent bientôt sur cette terre qui leur rappelait furieusement Phocée. Et c'est bien la situation géographique de la future Marseille sur ce littoral qui allait entraîner son activité maritime, son expansion coloniale. Que l'on ne se trompe pas, les Phocéens, s'ils n'avaient pas trouvé là une situation taillée pour eux, Marseille n'aurait été qu'un simple comptoir sur la route de ces colonies nombreuses, allant jusqu'à la future Espagne. Au contraire, Massalia se développera au point de devenir la nouvelle patrie des colons phocéens chassés de leur terre natale par les Perses. Prenons de la hauteur et plaçons Massalia sur une carte. Déjà, la cité se trouve entre les deux golfes que sont le golfe de Gênes et le golfe du Lion. Massalia est ainsi au centre de la Méditerranée nord-occidentale, entre le comptoir d'Élée, Velia pour les Romains, dans le sud de l'Italie, et Emporion, Emporias, sur les côtes ibères en Catalogne. Et même plus loin, Héméroscopion, dont Strabon disait « Entre les Sucrons maintenant et Carthage, et une faible distance du fleuve, se trouvent 3 petites places dont la population est massaliote d'origine. La plus connue des 3 est Héméroscopion. Sur le promontoire qui l'avoisine s'élève un temple consacré à Diane, éphésienne, et en grand honneur dans le pays. Santorius en avait fait sa place d'armes maritimes. C'est effectivement une position très forte et un vrai nid de pirates qui s'aperçoit de très loin en mer. On l'appelle le Dianium, ce qui équivaut pour nous à Artemisium. À proximité de ce cap se trouvent des mines de fer de bonne qualité et les petites îles de Planésia et de Plumbaria, puis en dedans de la côte, une lagune de 400 stades de tours. Important également, la cité est proche du Rhône, ce qui lui permettra de commercer vers le cœur de la Gaule et par la Saône, la Loire, la Seine, d'accéder aux gisements d'étain pour la fabrication du bronze, de la côte ouest et de la Manche de la Gaule, mais aussi toujours par les fleuves, le Rhin et le Danube, aux richesses du pays germanique. Pour autant, Marseille sera longtemps bloquée côté terre, comme l'atteste Strabon, qui nous apprend que Massalia fonde des bastions sur le littoral pour maintenir au moins la mer libre, les barbares ayant le contrôle de l'intérieur des terres. Quand les Romains ont vaincu les Ligures à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, ils laissent à Massalia une bande de terre s'étendant sur quelques stades, quelques centaines de mètres, de profondeur tout au long du littoral jusqu'à l'Italie. Même quand les Romains s'emparent de l'arrière-pays, en battant les Saliens, et fondent Acaoe Sextiae, Aix-en-Provence, en 124 avant Jésus-Christ, ils libèrent Massalia des peuples indigènes pour mieux enfermer la ville dans son territoire étroit du littoral sous la domination romaine. Mais observons de plus près cette topographie qui fera de Massalia la ville actuelle de Marseille. D'un point de vue géologique, le littoral méditerranéen de Marseille est assez classique. On trouve des bassins et des dépressions alluviales et littorales de faible superficie, avec en marge des collines calcaires, bassins où l'on trouve l'habitat, les cultures, les voies de communication, et d'autre part des plateaux, des collines calcaires recouvertes d'une végétation en garrigue, de pins, au sol aride. Voyons le bassin de Marseille. Les premiers Phocéens ont été séduits par le lieu qui leur rappelait la lointaine Phocée. Arrivé sur les rives du Lacidon, on peut voir que le bassin de Marseille est entouré de massifs montagneux, en vrai des reliefs peu importants, mais qui profitent de la proximité de la mer pour paraître plus imposants. Reprenons de la hauteur et voyons sur la carte ce bassin marseillais. On note d'emblée que la côte garde une direction est-ouest, mais brusquement la rade de Marseille tranche par une direction sud-nord que le Lacidon des fondateurs coupe en son centre. Ensuite vient donc cette ceinture de massifs. Au sud, Saint-Cyr-Carpiane et Marseille-Vert. Au nord-est, le Gard-Laban, la chaîne de l'Étoile au nord, le massif de la Nerte au nord-ouest.
La côte sud est impraticable aux voies de circulation. On y trouve ces anciennes vallées envahies par les eaux qui font entre autres la renommée de la ville, les calanques. On peut joindre la baie de Cassis que par des plateaux entre les massifs de Marseille-Vert et de Saint-Cyr-Carpiane. Au nord, la ville est bien protégée par les trois massifs, celui d'Allot avec le Garlaban, prolongé par la chaîne de l'Étoile et complété par le massif de la Nerte. Si bien que pour s'échapper de Marseille, on a peu de choix. Au sud, par les plateaux qui mènent à Cassis, par l'est, par la trouée du fleuve marseillais, l'Uvonne qui mène à Aubagne. Mais rapidement, on se heurte au massif de la Sainte-Baume à l'est. Au nord, par le passage relativement étroit entre le massif de l'Étoile et de la Nerte, on peut joindre l'ouest et l'étang de Berre, ou le nord vers Aix en Provence. Impossible de dire à quel point cela a influencé nos fondateurs. Mais clairement, entre la ressemblance avec leur terre natale et la protection qu'apporte cette ceinture rocheuse, la topographie du bassin marseillais a sans doute joué un grand rôle dans le choix de s'établir en ce lieu, comme cela joue encore un rôle pour la Marseille actuelle. Passé ces premiers massifs, on trouve le bassin de l'Arc. L'Arc prend sa source dans le département du Var, traverse la plaine de Tresse et passe au pied de la Sainte-Victoire avant de finir son chemin dans l'étang de Berre sur la commune de Berre-l'Étang. Cela forme 3 bassins. Celui du haut bassin de l'Arc, dans la région de Pourrières et Puy-Loubier, à droite du fleuve, et de Tresse à gauche. Au nord, on trouve la Sainte-Victoire, au sud, l'Olympe et le Mont-Aurélien. Celui du bassin d'Aix-en-Provence, bordé au nord par le plateau de Puy-Ricard, mais largement ouvert, ce qui explique le choix des Romains, outre l'indépendance voulue des Marseillais, de faire d'Acoex-Testiae une ville d'importance. Celui du plateau de Grand Arbois, où l'Arc s'est taillé un passage dans ses gorges, notamment celle de Roquefavour, où l'homme a construit l'aqueduc qui permet au XIXe siècle d'apporter l'eau de la Durance à Marseille par le canal de Marseille. Ces plateaux se terminent par des buttes qui ont servi d'habitat perché au peuple ligure dans ce qu'on appelle des oppidas. Égyptis habitait-elle dans l'un d'eux? Mais Massalia est longtemps restée contrainte à la rive nord du Lacido. Si on a évoqué la nature du terrain, c'est qu'il a de l'importance car il conditionne ce que le colon en fait. C'est bien parce que le lieu était peu favorable, trop aride pour s'investir dans l'agriculture, que les Phocéens se sont concentrés sur le commerce et la piraterie. Du moins, autant que pour leur affinité à ce mode de vie. Et ce n'est qu'une fois suffisamment à l'aise dans leur cité, limitée à la rive nord du Lacidon, suffisamment puissante que Massalia s'est lancée dans la conquête de son territoire, de son bassin et au-delà de la conquête de nouveaux comptoirs. Mais tout comme Massalia est né de l'Emporia, l'idée première des Phocéens est bien de s'étendre par la fondation des comptoirs et non par l'accroissement territorial. Il est temps de se pencher sur la topographie de Massalia elle-même. À quoi ressemblait le lieu où les Phocéens érigèrent la toute première cité de la Gaule? Les Phocéens se sont établis le long de la rive nord de l'actuel Vieux-Port sur un ensemble de buttes alignées. Ce sont les buttes Saint-Laurent, celle double des Moulins et de la Roquin, puis celle des Carmes. Au nord, la mer protectrice, au sud, le Lacidon, calanque large et protégé des vents qui en fera un port d'exception. À l'ouest, la protection naturelle du terrain escarpé. Il ne reste qu'à protéger l'est par des remparts qui va longtemps contraindre la ville dans ses premiers mois. Du point de vue géologique, on trouve au sud, ici en bleu, du calcaire du Crétacé, période géologique qui s'étend de moins 145 à moins 66 millions d'années et se termine avec l'extinction des dinosaures. En orange, du grès de la période Oligocène, période géologique qui s'étend de 33 à 23 millions d'années. C'est cette époque que pousse vers le nord la plaque africaine et qui forme la Méditerranée et les Alpes et les autres chaînes de montagnes du sud de l'Europe qui se soulèvent. En jaune, de la Marne Oligocène et au nord, du conglomérat Oligocène. La calanque du Lacidon est alimentée par des rivières. À l'est, suivant la direction de la Canebière, un talweg qui se termine en zone marécageuse de la conque du Lacidon. Le talweg, c'est le chemin par lequel coulent les eaux des courants naturels. La ligne rejoint les points les plus bas d'une vallée ou dans le lit d'une rivière et où le courant, le cas échéant, est le plus rapide. Au sud-est, un second talweg important dans la ligne de la rue Bretonne. Mais aussi des plus petites rivières dans les vallons qui entrecoupent les collines fondatrices de Massalia. Quelques autres cours d'eau, comme celui descendant les pentes entre l'emplacement du fort Saint-Nicolas et la colline de la Garde, ou bien celui qui se jette dans l'anse de la Joliette. Le visiteur actuel aura forcément du mal à s'imaginer la cité antique de Massalia en regardant les quartiers qui s'étendent de la pointe du fort Saint-Jean à la butte des Carmes, en passant par la butte Saint-Laurent et la double butte des Moulins et de la Roquette. Marseille souffre de n'avoir su conserver son passé. Les générations qui se sont succédées ont souvent fait du neuf avec du vieux et réutilisé les éléments présents, ce qui explique l'absence de nombreux monuments pour un passé aussi riche. Et avec le temps, les buttes de la cité antique n'ont plus rien à voir avec les distants. Les buttes ont été rognées, comme les talwegs ont été remblayés.
Le promontoire Saint-Jean, occupé par le fort construit au XVIIe siècle, a bien changé par rapport à l'époque antique. Et si aujourd'hui on le visite en venant du Vieux-Port, de la passerelle depuis l'église Saint-Laurent ou depuis la passerelle du Mucem, on n'imagine pas son rôle primordial dans la défense de la cité grecque. Pourtant, son relief à l'entrée du Lacidon, culminant à 20 mètres, en fait un parfait bastion. En tout cas, c'est ici, sur la butte Saint-Laurent, que se sont établis les premiers fossés, sur le promontoire Saint-Jean et sur la première butte de Saint-Laurent, d'une altitude de 26 mètres au point culminant selon le relevé de 1840. Il ne fait pas de doute que les premiers phocéens se sont installés ici avant de gagner les deux autres buttes des Moulins et des Carmes et de s'enfermer dans ces remparts bien nécessaires au premier temps des colons grecs. Là aussi, le terrain a beaucoup changé depuis la période antique. C'est là que se trouvait le théâtre antique, attesté par des flux lors des travaux pour le collège du Vieux-Port. On en a trouvé des traces. Au risque d'être trop rapide, on ne peut s'empêcher de penser à la description de Strabon. La ville de Massalia, d'origine phocéenne, est située sur un terrain pierreux. Son port s'étend au-dessus d'un rocher creusé en forme d'amphithéâtre qui regarde le midi et qui se trouve, ainsi que la ville elle-même, dans toutes les parties de sa vaste enceinte, défendue par des magnifiques remparts. L'acropole contient deux temples, l'Éphésium et le temple d'Apollon d'Alphiné. Ce dernier rappelle le culte commun à tous les Ioniens. Quant à l'autre, il est spécialement consacré à Diane d'Éphèse. On raconte à ce propos que, comme les Phocéens étaient sur le point de mettre à la voile pour quitter leur pays, un oracle fut publié qui leur enjoignait de demander à Diane d'Éphèse le guide, sous les auspices duquel ils devaient accomplir leur voyage. Ils cinglèrent alors sur Éphèse et s'enquirent des moyens d'obtenir de la déesse ce guide qui leur imposait la volonté de l'oracle. Cependant, Aristarché, l'une des femmes les plus recommandables de la ville, avait vu la déesse lui apparaître en songe et avait reçu d'elle l'ordre de s'embarquer avec les Phocéens, après s'être munie d'une image ou représentation exacte de ces autels. Elle le fit, et les Phocéens, une fois leur installation achevée, bâtirent le temple, puis, pour honorer dignement celle qui leur avait servi de guide, ils lui décernèrent le titre de grande prêtresse. De leur côté, toutes les colonies de Massalia réservèrent leurs premiers honneurs à la même déesse, s'attachant, tant pour la disposition de sa statue que pour tous les autres rites de son culte, à observer exactement ce qui se pratiquait dans la métropole. Nous allons essayer d'imaginer à quoi ressemblait Massalia très prochainement. Le col entre la butte Saint-Laurent et la butte des Moulins est constitué par l'actuelle place de Lenge. Ce sera l'occasion de parler bientôt des caves de Saint-Sauveur. On imagine aisément un talweg situé dans l'axe de la rue de la Cathédrale et sans certitude. Par contre, la nature du terrain ne laisse pas de doute sur l'existence d'un talweg dans l'axe de la rue Four du Chapitre. La double butte des Moulins et de la Roquette représente donc la colline centrale de Massalia. La principale des Moulins culmine à 42 mètres, la seconde de la Roquette culmine à 38 mètres. Le col entre les deux se trouvant au niveau de la rue des Quartiers. La jonction entre la butte des Moulins et la butte des Carmes se font par le col se situant à l'emplacement de l'actuel escalier qui, du panier, descend vers la place Sadi-Carnot, 27 mètres. Il est certain que le percement de la rue de la République a profondément changé l'aspect des trois collines originales. Mais si vous vous promenez du côté de la place Sadi-Carnot, notez la hauteur des murs qui rappellent le passé de cette colline des Carmes. Bien sûr, nous y reviendrons en temps voulu, le creusement de la rue impériale à l'époque n'est pas sans conséquence. Au sommet de la butte, on relève en 1840 39,55 mètres, rue Paty-Farinette. Cette rue qui n'existe plus portait le nom du fait que le propriétaire d'un terrain de fumier nommé Farinette avait ce tas puant à proximité. Or à Marseille, on nomme ces tas d'immondices d'ordures des Paty. Pour le reste de Massalia, hors de la cité, on notera les vallons qui structurent l'espace. Au nord, le vallon de la Joliette, au nord-est, le vallon de Saint-Martin, le vallon de Saint-Charles et de Sainte-Bouzille, Longchamp, à l'est de la ville, et la vallée Faugarès, au sud. Ces vallons sont délimités par des collines de différentes tailles. Au nord, la colline du Lazaret, détruite au XIXe siècle, et la colline de Saint-Charles, à l'est, le plan Saint-Michel, la plaine, et au sud, la colline de la Garde. Le vallon de la Joliette, talweg profond, serait aujourd'hui matérialisé par le boulevard des Dames. Il marque en tout cas le nord de la cité antique. Il serait issu de la convergence de deux talwegs, l'un dévalant les pentes entre les buttes des Moulins et des Carmes, et l'autre de la Joliette proprement dit. Le vallon de Saint-Martin, sans doute très encaissé à l'origine, a été comblé au fil des siècles pour n'être plus visible de nos jours. On en parlera lors des fouilles de Sainte-Barbe. La colline Saint-Charles, bien que hors de la cité, domine par sa hauteur, 54 mètres, contre 40 pour la butte des Moulins. À l'origine, elle est délimitée de vallons, l'un à l'ouest, entre les buttes Saint-Lazare et la colline Saint-Charles, et l'autre à l'est, le vallon de la Mornie. On aurait peine à le retrouver de nos jours. Il était le fruit d'un ruisseau finissant dans le corne du Lacidon, alimenté par la source de la Frache, rue des Petites Maries.
À l'est, entre les collines Saint-Charles et la plaine Saint-Michel, on trouve la vallée de Sainte-Bauzille, ou vallée Longchamp, axe Canebière et boulevard de la Libération. Cela pose la question du ruisseau Canebière dont nous avons évoqué l'existence dans la vidéo sur l'origine du nom de Marseille, sans avoir toutefois de certitude. Le plateau de la plaine, très large, surplombe deux vallées, celle de Saint-Bauzille, que nous avons déjà vue, et celle de Fogarès, à l'ouest. Ce sont des vallées cultivables qui s'évasent au contact du Lacidon. En amont, des hauteurs en rétrécissent le passage. Si on évoque des cours d'eau préhistoriques, on considère que c'est peu probable à l'Antiquité. Impossible de ne pas évoquer le massif de Notre-Dame de la Garde au sud du Lacidon. Le sommet de nos jours est occupé par la basilique, construite à l'emplacement d'un ancien fort. Si la vie de la cité s'est réduite à la rive nord du Lacidon, on se doute que les pentes de cette colline ont depuis toujours joué un grand rôle. Carrières dont on extrayait les pierres pour bâtir la ville, lieu de nécropole, forêt pour les constructions en bois, vignes, la colline était loin d'être un simple point d'observation, même s'il faut le reconnaître, sa position est idéale pour cela. Pour finir, encore deux autres buts, qui sont essentiels pour comprendre la Marseille antique et moderne. La butte où trône le fort Saint-Nicolas, forcément très différente de son état antique, avec notamment le percement pour la construction du boulevard Vivon. La butte et Saint-Nicolas se terminant normalement vers la mer. Et l'avancée sur la mer que constitue le rocher où trône le palais du Pharaon, surplombant la mer de 23 mètres. Comme vous pouvez le voir sur le plan, la ville est restée longtemps enfermée dans ses remparts sur une zone très peu étendue par rapport à la ville moderne. Cela en fait encore pas mal d'histoires à raconter. À très bientôt.